et bienvenue sur Filmer nos voix, un podcast amateur qui vous parle de cinéma. Je suis en compagnie de ma chère collègue et amie Lucie. Comment tu vas depuis le temps? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu as écouté le podcast sur Patrick Sobral, l'interview de Patrick Sobral? Alors, Aïe 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 aïe. attendez, je veux pas qu'on croie que je sois complètement infidèle au podcast. Mais j'ai eu des vacances où j'étais coupée d'à peu près tout. Volontairement, je précise. Non mais, qu'on croit pas que j'étais partie je sais pas où. Chez les nonnes. J'étais juste partie chez mes parents. Et c'est vrai que j'ai pas été très beaucoup sur tout ce qui est réseau et tout, et entre podcasts, parce que j'ai passé beaucoup de temps à travailler mon mémoire, dormir et jouer à la pétanque et au skyjo. Donc tu n'as pas écouté l'interview de Patrick Sobral? Non, mais après j'en ai eu quand même quelques échos, et, Oui, et je vrai. sais que c'était bien. Oui, c'était une bonne interview. Je sais pas ce que les spectateuristes en ont pensé, mais on a eu un petit commentaire sur Spotify qui nous disait que c'était une bonne interview et que après avoir écouté l'interview, la personne regrettait de pas être allée voir le film. Et bah voilà, le job est fait, j'ai envie de dire. Bah voilà. L'équipe n'est pas constituée que de nous deux. Non. Il y a également notre cher et tendre micro Désir, qui, on l'espère, va bien aujourd'hui et ne va pas trop saturer. Et alors, maintenant que l'équipe est présentée, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Il suffit de s'abonner à Filmer nos voix, tout attaché, sans tiret, sans point. C'est vraiment Filmer nos voix, sans majuscule. C'est très simple. On a créé un petit Instagram exprès pour pouvoir vous donner un peu les actualités, faire les infos et voilà, la petite promotion est faite. Maintenant que ça c'est fait, il est temps qu'on vous parle du film du jour et il s'agit des filles du Dr March de Greta Gerwig, sorti en 2019. J'ai pris un coup de vieux en lisant cette information, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu la tête des actrices, j'ai pris conscience du coup de vieux qu'on avait pris. Alors il s'agit de la deuxième adaptation au cinéma du livre de Louisa May Alcott, paru en 1868. Donc un vieux livre. Lucie, est-ce que tu peux nous faire le résumé du film ? Oui, avec plaisir, mais je tiens à préciser que je rends à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de faire le synopsis avant d'arriver. Donc, j'ai pris celui de France TV qui est très bien, et donc s'il y a des critiques au sujet de ce synopsis, c'est pas ma faute, c'est de la faute de France TV. Le synopsis, il est très simple, c'est dans l'Amérique du 19e siècle, 4 sœurs au tempérament très différent grandissent ensemble et apprennent à devenir adultes. Parmi elles, Jo, aspirante écrivaine, cherche à tracer sa propre voie. Entre ambition personnelle, amour, contraintes sociales et élan de liberté, chacune tente de trouver sa place et son propre chemin. Merci Lucie. Alors pour mettre en place cette histoire, Greta Gerwig elle s'est entourée des meilleurs, à mon goût. C'est-à-dire Saoirse Ronan, j'ai mal prononcé son prénom, je le sais, mais je n'arriverai jamais à prononcer son prénom correctement. C'est pas grave. Florence Pugh, Emma Watson, Meryl Streep et Laura Dern. Franchement, des femmes exceptionnelles. Pour les personnages d'Amy et de Jo, c'est vraiment exceptionnel, franchement. Mais on a également des hommes, deux principalement, Tracy Litt et Timothée Chalamet, qui sont français. Tous les deux. Oui. Donc on a une petite fanbase française dans les filles du Dr March. Alors c'est moi qui ai proposé ce film à Lucie parce qu'il fait partie de mes films préférés. Parce que c'est avec ce film que j'ai découvert Greta Gerwig, Saoirse et Florence. Et que je trouve que les personnages d'Amy et de Jo sont de vrais exemples à suivre. En tout cas, des exemples notons que ce sont des exemples qui datent. Mais en même temps, des exemples qui peuvent encore avoir de l'importance aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ce film. Et alors du coup, la question primordiale que je te pose à chaque fois que je te propose un film, c'est est-ce que tu as aimé les filles du Dr March ? Alors, le film, oui, je l'ai bien aimé. Il faut savoir qu'en fait, c'est la deuxième fois que je l'ai vu. Et la première fois, je sais pas pourquoi, je m'étais arrêtée vers la fin et j'avais juste jamais fini le film. Vraiment, je ne l'avais juste jamais fini. Mais je pense que j'étais pas forcément aussi dans la... Enfin, quand je l'ai regardé, j'étais pas assez posée dans ma tête pour regarder un film
quel que ce soit. Donc en fait, c'était pas forcément la faute du film, c'était juste moi qui avais mal choisi mon activité. Mais là, quand je l'ai revu, j'ai bien aimé. Mais j'avoue que moi, les livres, parce que du coup, le film, il reprend les 2 tomes des filles du Dr. March. Oui, les 2 premiers. Les 2 premiers. Il y en a eu d'autres après. Oui, il y a les enfants de Joe March et je sais plus le nom du 4e. Alors là, je viens de découvrir quelque chose. Mais en mais tout cas, j'ai les 4 formats enfants chez mon papa. Waouh. Moi, j'ai les 2 premiers en bibliothèque rose chez mes parents aussi. Que je n'ai pas lu, bien évidemment, à l'approche de cet épisode. J'ai pas relu non plus les tomes. Voilà, j'avoue. mais en fait, je les ai tellement lus et relus dans mon enfance que je garde un souvenir quand même assez marquant. Et j'ai un rapport très particulier, surtout avec le 2e, puisque, attention, gros spoil, mais bon, là, normalement, tout le monde devrait être au courant. Oui, nous sommes un podcast qui spoil. Voilà, à la mort de Bess. Aïe. C'est la première fois que j'ai pleuré devant un livre. Tu m'étonnes. J'avais 9 ans, je crois, un truc comme ça. Tu m'étonnes. Et en fait, la mort de Bess dans le livre, elle est encore plus émouvante que dans le film. Je trouve ça d'ailleurs dommage un peu qu'ils aient pas réussi à retranscrire... Enfin, ils ont bien réussi à retranscrire l'émotion, mais en fait, le truc, c'est qu'il me semble, dans le livre, si ma mémoire est bonne, il y a vraiment un rapport aussi avec le fait que Bess, elle aime beaucoup la nature. Et il y a un rapport avec le fait que ça soit le printemps au moment où elle meurt. Et du coup, une de ses dernières pensées, je crois, ou de ses dernières paroles, c'est genre comme c'est joli en parlant d'une rose ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens qu'il y avait un truc tout autour des fleurs et tout, en plus du piano, bien évidemment. Mais là, le piano, c'est un autre sujet primordial chez elle. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage qu'ils le reprennent pas dans le film, parce que moi, c'était entre autres pour ça que j'ai autant chialé à ce moment-là. Mais non, mais voilà, après ouais, non, le film, pour le coup, reste vraiment bien fidèle au livre. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai énormément apprécié. Il est fidèle malgré le fait qu'il soit en 2 temporalités. Oui. Alors que le livre, lui, il suit quand elles sont jeunes et hop, elles vieillissent. La première adaptation, dedans, il y a Winona Ryder. Il m'a fallu le temps de retrouver son nom, qui joue Jo. Je crois qu'elle joue Jo, Winona Ryder. Et en fait, c'est par ordre chronologique dans le film. Donc on voit les filles quand elles sont enfants, avec des actrices qui jouent des rôles d'enfants. Et après, quand elles sont adultes, avec d'autres actrices qui jouent le rôle des adultes. Ce qui est un peu mieux, parce que c'est vrai que Bess et Florence et Amy, pardon. J'aime trop Florence Pugh. Même si elles sont exceptionnelles, des fois ça fait un peu bizarre de les voir alors qu'elles sont adultes se comporter comme des gamines de 8 ans. Oui. C'est peut-être le seul défaut que je reprocherais au film, c'est le fait que quand elles sont enfants, elles sont vraiment jeunes. Ouais, c'est ça. Et les 2 actrices sont adultes et du coup... c'est assez compliqué des fois de voir comment... Bess, à la rigueur, elle ne change pas trop, elle n'est pas drastiquement différente de quand elle est enfant à quand elle est un peu plus vieille. Donc on peut se dire que c'est dans sa nature d'être calme, douce, posée. Mais Amy, elle est drastiquement différente, et quand tu la vois qui fait « Parle à maman, je te parle pas » à Jo, quand elle n'est pas contente, tout ce genre de trucs... Ou quand tu la vois avec ses petites ailes de fée. Mais oui, c'est ça, c'est même dans le livre, elles sont beaucoup plus jeunes que l'âge des actrices dans le film. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un peu vieilli l'âge des personnages dans le film pour un peu plus de cohérence. Oui. Mais ouais, elles sont vraiment jeunes. Ça, je l'avais noté aussi en différence, le fait que l'âge avait changé. Mais c'est pas non plus choquant. Et on arrive à suivre l'histoire et les enjeux, donc ça reste quand même... pas mal. Et entre autres, en parlant d'âge, moi ce qui m'a un peu énervée entre guillemets, c'est que justement, du coup on ne voit pas la différence d'âge qui oppose Friedrich et Jo, alors que c'est une des choses principales dans la beauté et la difficulté de leur relation, c'est qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle normalement. Bon, après ça peut être un peu problématique selon l'âge de Jo au moment de la rencontre, mais il me semble que, bon, pour l'époque elle est considérée en tout cas comme
mur. Pour l'époque, ça allait. Voilà. Mais au-delà de ça, je veux dire, mettons que on part du principe que Joe était majeur et vacciné au moment de sa rencontre. Vacciné en 1868, Oui, je suis pas tout sûre à à fait. 100%. Mais majeur en tout cas, voilà. En fait, c'était justement une des choses, c'était la différence d'âge entre eux. Et du coup, je sais pas si Greta a voulu effacer la potentielle polémique qu'il aurait pu y avoir autour de ça. Je pense. Mais moi, je me souviens que c'était une des choses que je préférais dans leur couple, c'était justement qu'ils avaient une différence d'âge notoire. Après, chacun... Oui, mais parce que toi, t'aimes bien les différences d'âge. Oui. Parce que après, en vrai, pour 1868, ce que Louisa May Alcott a fait, c'est quand même assez féministe et progressiste, même si c'était très religieux. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir relu le livre récemment pour me souvenir de tous les préceptes religieux qu'il y a à l'intérieur. Oui, entre autres, il y a la scène du repas de Noël, là, qui est... mais je trouve, du coup, c'est bien tourné dans le film. C'est le film, enfin... Du coup, là, oui, la mère qui leur dit « Venez, on va partager notre repas avec cette pauvre famille ». Moi, je me souviens que dans le livre, c'était vraiment en mode, genre... Dieu dit qu'il faut partager, etc. Ouais. Alors que là, c'est en mode, oui, papa aurait dit qu'il fallait partager. Enfin, je crois que c'est racolé à la figure... racolé, bien sûr, Lucie, c'est accolé à la accolé à la figure paternelle, alors que dans le livre, c'est vraiment beaucoup plus... dans la religion, voilà. Mais après, moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui m'avait gênée dans le livre. Parce que aussi consciente de c'est du 19e siècle, etc. Voilà. Oui, bah oui. Bah, de toute manière, là, il faut remettre dans le contexte. Enfin, elle fait de l'évangélisation à fond, en fait. Oui, bien sûr. Son ouvrage. De toute manière, c'était un ouvrage fait pour les petites filles de l'époque. Donc forcément, fallait évangéliser le tout. Et puis, elle était croyante. Donc... Bon, c'est pas un truc que je lui reproche. J'ai lu les bouquins en 2019, donc il y a 7 ans. Et quand je les ai lus, moi je suis pas du tout croyante. Et c'est un truc, je suis athée depuis que j'ai conscience de ce qu'est Dieu. Et c'est un truc, moi je suis bien dans ma vie en tant qu'athée. Je laisse les personnes religieuses en tant que personnes religieuses. Chacun fait sa vie. Exact. Je lis mes bouquins, j'ai lu les chroniques du monde de Narnia sans problème. Je ne me suis pas posé de questions sur la religion à l'époque. Et là, quand j'ai lu Les filles du docteur March, j'avoue, j'ai soufflé par moments, parce que du coup, et pourtant j'avais l'édition jeunesse, hein, j'ai pas l'édition édition du gros livre et tout, mais j'avoue que par moments je soufflais, parce que j'en pouvais plus, que tout soit tout le temps relié à la religion, mais en même temps, d'un autre côté, je comprenais, parce que c'était l'objectif du livre. Donc, en fait, ça va. Il n'y a pas de problème. Juste, j'ai soufflé parce que moi qui suis pas croyante, il y avait plein de principes et de préceptes où j'étais là en mode oui, c'est bon, on a compris. On a compris. Et Jo, elle est en colère tout le temps, mais il faut pas qu'elle soit en colère, donc il faut qu'elle se calme. Sinon, ça fait pas d'elle une bonne croyante. Mais en fait, elle a le droit d'être en colère. Oui. Et c'est ce que je me suis dit hier en revoyant le film. Je me suis dit, mais en fait, Jo a le droit d'être en colère. Et on peut pas lui dire de ne pas être en colère. Mais sauf qu'en fait, c'est ce qu'on lui dit parce que tu es une femme et que tu es croyante, donc tu dois pas être en colère. Tout à fait. Parce que sinon, Dieu est pas content. Et ta place, c'est quand même d'être obéissante. Donc, bah, moi, c'est ça, vrai que... en revoyant le film, je me suis rappelé de passages écrits du bouquin où justement ça parlait du fait que, il fallait... parce que donc la mère, elle lui dit moi aussi je suis colérique, mais je calme ça. Et dans le film, c'est pas mis de manière spirituelle. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. En effet, dans le livre, en effet, c'est beaucoup plus religieux. Alors que dans le film, c'est beaucoup plus le fait de pas être en colère, le fait de... T'es une femme, donc tu ne peux pas être en colère, pas... C'est pas une bonne croyante si t'es en colère. Enfin voilà. Et du coup, le fait que Greta, elle ait rattaché ça à, encore une fois, le discours féministe qu'elle essaye d'apporter dans le film... moi j'ai trouvé ça bien. Après c'est vrai que moi, et c'est peut-être pour ça que je ne relirai jamais les livres, c'est parce que quand j'étais jeune, j'étais dans une famille croyante, mes parents sont toujours croyants, etc. Donc moi j'étais à fond dedans à l'époque, enfin vraiment les 4 filles du docteur March et toute la collection de la comtesse de Ségur, c'était
mes bibles à moi en fait. Je sais pas comment expliquer. Genre vraiment, je les lisais, je les relisais parce que j'avais l'impression qu'en lisant, j'allais pouvoir justement prendre exemple sur ces petites filles qui étaient des modèles de bonne vertu et de bonnes croyantes, etc. Après, entre-temps, mes croyances ont changé. Bien évidemment, comme toi, je respecte toute religion, toute croyance, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que maintenant, j'ai un peu plus de recul. Et peut-être que si je relisais les livres, je prendrais pas autant de plaisir que j'y prenais autrefois. Ouais. Voilà. Bon, après, ça n'empêche qu'on prend du plaisir parce que même moi qui Bien suis sûr. pourtant purement athée, qui n'ai jamais été croyante et tout, j'ai quand même aimé les livres hein, parce que je me suis acheté le 1, le 2, le 3 et le 4 dans la foulée. Hein. Bah ouais, non mais en vrai, bien sûr, bien sûr. Et moi ce qui est drôle c'est qu'à l'époque, et quand j'ai vu le film, j'étais en mode, oh là là, c'est fou, comme, entre guillemets, ce qu'on appelle la manifestation, je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, mais c'est un peu, pas réel, mais je sais pas comment expliquer, genre à l'époque je m'identifiais qu'à un seul personnage, c'était Joe. C'est Joe, ouais, Genre, je m'en doutais. vraiment, Je Joe, m'en c'était doutais. moi dans la vraie vie, pour vous dire, parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal, je pense que je peux parler au présent, même si Crystal ne me connaît pas sous cette terre-là. Quand j'ai des crises de colère, j'en ai rarement, hein, mais quand j'ai des crises de colère, ça peut partir très loin. Tout ce truc autour du monde des livres et de l'écriture, c'est son refuge, etc. Bah oui. Et en fait, quand je regarde des films, j'étais en mode purée, c'est vrai que quand j'étais petite, je m'identifiais tellement à ce personnage et tout. Et là, c'est vrai que je suis beaucoup moins en colère. Parce que quand j'étais petite adolescente, c'est vrai que j'étais très en colère de manière générale dans la vie. Donc le personnage de Joe me correspondait vraiment pas mal. Le côté manque de tact, le côté... Enfin vraiment, il y a plein de trucs où j'étais en mode ah oui, c'est vrai, ah c'est moi ça. Et à la fin, quand elle tient son livre entre ses mains... Ouais, j'ai pensé à... Parce que vous ne le savez pas par rapport au podcast, mais Non. maintenant vous allez le savoir. Lucie est autrice. Voilà. Avec des membres de sa promotion, elle a écrit publié un recueil de nouvelles. Voilà. Donc son livre a été mis dans ses mains. C'est ça. Et donc le fait de voir cette fin où Joe tient son livre relié entre ses mains, genre j'ai eu une prise de conscience de ah putain, mais en fait oui, je suis complètement Joe, genre depuis le début jusqu'à la fin, genre toute l'évolution de son personnage, c'est quasiment la même chose pour moi. Enfin, est-ce que tu vas te marier avec un Allemand plus vieux que toi? Non. Mais par contre, c'est vrai que on a un peu cette même vision avec Joe de enfin même si je suis consciente que c'est un personnage à attention, de en fait on s'en bat les steaks de l'amour. Genre vraiment, c'est pas on n'en veut pas, c'est juste que notre carrière est beaucoup plus importante que ça. Dans le film, c'est ce qu'a fait Greta. Dans les livres, c'est moins le cas. Dans les livres, c'est moins le cas. En fait, dans les livres, c'est vrai que c'est plus en mode Joe, elle est pas trop comprise. Laurie, c'est en fait le premier qui arrive à la comprendre. Et ah là là, d'ailleurs, Laurie Joe, c'est... Alors non. C'est un de mes traumas. Un de mes traumas de relations fictionnelles où j'espérais tellement qu'ils soient ensemble. Ah non. J'espérais tellement qu'ils soient ensemble, mais vraiment de tout mon cœur. Ah, moi je suis team... C'était mon premier goumin, c'était en effet ma première grosse déception que deux personnages ne se mettent pas en couple, c'était Laurie et Joe. Vraiment. Ah ouais, non. J'étais complètement fan du truc, je les shippais complètement ensemble et vraiment là et du coup j'ai revécu ça avec le film alors que je savais très bien hein, qu'il allait finir avec Amy et en plus de ça et qu'en plus c'est un super couple. Et c'est ce que j'allais dire dans le livre, alors je trouve que c'est mieux amené dans le livre que dans le film, dans le livre c'est mieux mais dans le livre en fait genre leur relation elle est tellement logique, il y a vraiment quelque chose où genre les choses se mettent en place logiquement que du coup c'est vrai que j'ai réussi à me remettre de ma déception assez rapidement, mais je me souviens que moi, à la fin du premier, quand Joe a dit non à Laurie, j'étais en qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de gâcher ta vie. Mais, pas du tout. Mais voilà, alors que dans le film, j'ai beaucoup plus eu cette impression de Amy. On sent qu'elle aimait Laurie depuis le départ. Oh oui, quand elle le regarde pour la première fois. Ouais. Tu vois une gamine admirative. Quand je sais pas, il y a ce truc un peu de quand Laurie lui dit à demi-mot en vrai je t'aime bien, tu vois. Ouais. Genre, je vois première lueur dans son regard, après c'est peut-être juste moi qui interprète très mal les choses, mais victoire sur Joe. Oui. Genre en mode je vais avoir ce que j'ai toujours désiré, alors que, enfin tu vois, genre toi tu l'as pas eu, moi je vais l'avoir. Et après, elle réagit, et du coup j'ai beaucoup aimé sa réaction
exprimer. Je suis passée à côté. Je suis passée après elle et toute ma vie, c'est pas pour toi aussi que je vais passer après elle et tout. Ouais. Bon, après, ils se marient, mais ça c'est. Ouais, mais parce qu'en fait, à ce moment-là, elle a tout ce truc de. Enfin, elle lui dit non, je suis passée après Joe toute ma vie. Non. Non. Si. Non, Laurie. Quoi? Tu me fais du mal. Quoi? Comment Arrête, je te fais du mal? Arrête. Il m'a fallu passer après Joe toute ma vie et pour tout. Je ne serai pas ton lot de consolation sous prétexte que tu dois renoncer à elle. Je ne veux pas, non, jamais de la vie. Je ne veux pas, tu ne peux pas me demander ça à moi qui t'aime depuis toujours. À ce moment-là, c'est vraiment le truc de... elle est là et elle se dit non, en fait, il est hors de question que je passe après Joe, il est hors de question que je foute ma vie en l'air pour tes beaux yeux, en fait, alors que moi, je t'attends depuis des années et toi, t'en as rien eu à faire. Ouais. Et il y a tout ce truc, alors que finalement, quand ils se marient, à la fin, elle a rejeté... son prétendant, là, je sais même plus comment il s'appelle. Franck, je crois. On va dire Franck. Ouais. C'est pareil, ils ont une meilleure relation dans les bouquins, puisque quand ils sont au moment de la plage, c'est un vrai moment dans les bouquins où c'est mis dedans et tout. Mais donc ouais, où elle... Bon, finalement, elle repousse son prétendant pour être avec Laurie. Et puis il y a la mort de Bess. Alors là... Et la mort de Bess, c'est là qu'elle va se rendre compte que, en fait, les personnes qu'on aime, faut en profiter. Sinon, voilà. Et c'est là qu'elle va dire à Laurie, oui, finalement, même si je passe après Joe, c'est pas grave parce que j'ai la personne que j'aime, tu m'aimes. Ensemble, ils vont avoir une petite fille adorable qui va tomber malade et tout. Du coup, c'est dans le 3 et le 4. Je t'annonce qu'ils ont une petite fille absolument adorable, mais qui a beaucoup de problèmes de santé. Ah. Parce que forcément, il faut que les choses n'aillent pas dans leur couple. Bah oui, non. Mais c'est pareil dans le couple John et Meg. Oui. Oh mon pauvre John. Moi, je suis team John. Moi, vraiment, John et Meg, c'est vraiment un de mes couples phares. Enfin, en vrai, tous les couples, je les aime bien dans les livres / dans le film. Mais vraiment, celui-là, je me souviens que j'avais un attachement particulier parce que... Genre, mais aussi je pense que c'était lié à mon éducation parce que moi j'ai été éduquée du coup de plus tard tu seras mariée, tu auras des enfants, tu seras mère au foyer et pour le coup Meg, mais c'est un choix, on le voit bien dans le film, on le voit d'ailleurs plus dans le film que dans les livres, c'est un choix que elle en fait elle a envie d'être mère, elle a envie de tenir un foyer, elle refuse une pseudo carrière d'actrice que Joe lui prête, que Joe lui prête pour ça, pour être mère. Et en même temps, il y a cette ambivalence qui, je trouve, est très bien montrée dans le film et qui est aussi très présente dans le livre, de mère et femme. Dans le sens où j'ai noté une citation dans le film qui m'a marquée, où elle dit, justement au bal des prétendantes, qui est donc apparemment la seule soirée de sa vie, où elle dit justement... c'est le seul bal des prétendantes auquel elle va. C'est ça, et c'est surtout que ça sera le seul... Enfin, je veux dire, elle dit vraiment, c'est la première et la dernière fois que je m'amuserai de ma vie ou quelque chose. Enfin, je serais... Elle dit, c'est la première et la dernière fois, promis, je resterai sage le reste de ma vie. Il y a un truc comme ça. Laisse-moi m'amuser ce soir. Je serai éperdument raisonnable jusqu'à la fin de ma vie. 7 ans plus tard, je crois, l'achat de la robe, où on comprend que en fait elle réfrène ses envies un peu de coquetterie qui sont complètement normales, enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais qui sont considérées comme mauvaises pour l'époque et encore plus quand t'es une femme, parce que un homme qui achète un beau costume, pas de souci, mais ouais. Ouais, et ben ça, je trouvais que c'était bien montré cette ambivalence. Et du coup, le fait que... Par contre, j'ai trouvé ça dommage que ça soit la seule chose qui fasse pâtir le couple avec John, de on est pauvre, et quelque part, elle lui reproche, alors que c'est elle qui a décidé de se marier avec lui. Enfin, tu vois... Mais dans le film, c'est pas assez explicité leur relation. Elle est pas... Alors que... Mais bon, elle est un peu secondaire. Après, on va pas non plus...
critiqué, enfin c'est quand même un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle avait pas le temps, déjà en 2 heures et quelques, elle a fait pas mal, Oui. mais dans les livres on voit beaucoup plus la relation qui se développe entre eux, la volonté qu'elle a de se marier avec lui, et en fait, in fine, la pauvreté qu'il y a, parce qu'ils peuvent même pas amener leurs enfants à l'école. Lui-même, il est enseignant, mais du coup, il a pas le temps d'enseigner à ses propres enfants. Et, mais John est quand même un mari hyper attentionné. Oui, et très compréhensif. Oui, parce que ouais, de fou. Parce que quand elle lui dit, oui, je sais que c'est une grosse dépense, il lui dit, oui, bon, bah... c'est pas si grave, je suppose que c'est normal et tout. Et il lui dit oui, bon, mon manteau pourra encore faire un moment. Oui. Et en fait, il lui en veut pas. Et en fait, il s'en veut à lui. Et c'est pour ça que je trouve que John est hyper touchant, et encore plus dans les bouquins, parce que dans les bouquins, il y a d'autres exemples de ce genre de choses. Et c'est vraiment hyper touchant parce que John, ça se voit, lui, il est tombé in love d'elle au premier regard. Et le fait qu'elle ait répondu à ses sentiments, il est hyper content. Ils se sont mariés, ils ont fait un beau petit mariage payé par Tati March, Meryl Streep. Meryl Streep. C'est vraiment ma réaction quand je l'ai... Parce que j'ai expliqué à Crystal que du coup j'ai regardé le film aussi hier soir et il était en petit écran incrusté sur mon téléphone et je prenais mes notes en même temps sur mon téléphone, donc j'étais vraiment en réaction instantanée de ce qui se passait, et dès qu'elle est apparue à l'écran j'avais oublié en fait sa présence dans le film, et du coup j'ai écrit en grosse majuscule Meryl. Voilà, parce qu'on fait une petite obsession sur Meryl Streep en ce moment. Peut-être. Qui ne va d'ailleurs pas se calmer puisque le Diable s'habille en Prada 2 sort très bientôt. Ouais, là c'est les avant-premières. Voilà. Donc j'ai promis qu'on ferait une update de ton avis sur le Diable s'habille en Prada 2. Ok. J'ai promis. Okay. J'ai promis. Parce qu'on a encore eu un commentaire sur Spotify qui nous disait que on te rejoignait au niveau de l'humour et de l'envie d'aller voir le 2. Et du coup, j'ai dit qu'on ferait certainement un petit update. Voilà. Je t'ai engagée à nous donner ton avis sur le 2. Je le donnerai, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Voilà. Mais donc oui, donc on a parlé de Meg, on a parlé de Joe, on a parlé rapidement de Amy. Ouais. On peut peut-être s'approfondir un petit peu plus sur elle. Ouais, on peut. Alors, Amy, moi c'est mon personnage chouchou. En fait, j'ai 2 personnages chouchous. C'est Amy et Joe. Parce qu'en fait, elles sont tellement complémentaires toutes les deux. Elles sont la même face d'une même pièce, et en même temps, elles sont la face opposée. Sur beaucoup de points. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant que Greta, elle choisisse que Saoirse et Florence soient blondes dans le film. Parce que du coup, elles se ressemblent encore plus physiquement. Et il y a tout un jeu là-dessus qui est hyper intéressant. Après, c'est vrai qu'elles sont blondes naturellement, donc voilà. Mais pour plusieurs rôles, Florence, elle a rasé ses cheveux, elle s'est fait des couleurs. Donc, Florence, tu lui dis, il faut faire ça pour tes cheveux, elle le fera, quoi. Mais, donc, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et Amy, au début, quand elle est jeune, elle est un peu insupportable. Quand même. Elle est insupportable, et parce qu'en fait c'est une petite gamine un peu pourri gâtée qui veut être la plus belle, la plus intelligente, etc. et qui veut attirer l'attention. En fait, elle est en complexe d'infériorité absolue par rapport à ses sœurs. Ce qui est normal. Et surtout par rapport à Joe qui du coup a vraiment un énorme caractère. Ouais. Et comme elles ont toutes les deux un énorme caractère, 2 énormes caractères dans une baraque, de manière générale, voilà. Ça fait des On l'a bien vu. Ouais, tu sais que je suis traumatisée du livre, et le film m'a retraumatisée sur ce passage du roman brûlé, vraiment. Bien sûr. Mais bien sûr. J'ai vu ça, en fait, étant à moitié à la place de Joe, me mettant en tout cas beaucoup à la place de Joe, j'étais vraiment effondrée, quoi. J'étais en mode, mais comment tu peux te dire que c'est normal de réagir comme ça? Je pense qu'Amy aussi devrait consulter pour gestion de la colère. Amy a aussi de gros problèmes de colère, c'est pour ça que je dis qu'elles se ressemblent énormément et qu'elles sont la même face d'une même pièce, parce que vraiment, en fait, elles sont identiques sur plein de points, et dont la colère. Et donc, ouais, non, c'est une gamine très chiante, mais par contre, une adulte très posée, très réaliste sur sa condition, et sur la condition des femmes de manière générale. Et ça m'amène à parler de ma scène, et également ma citation préférée. C'est au moment où Amy parle avec Laurie du mariage. Et où Laurie, lui, est très désinvolte,
Et là, elle dit oui, c'est bon, enfin, le mariage. Ouais. Et elle lui dit non. Non, non. Je ne suis pas un poète. Je suis seulement une femme. Et en tant que telle, il m'est impossible de gagner moi-même de l'argent. En tout cas, pour avoir de quoi vivre ou pourvoir aux besoins de ma famille. Et si j'avais la moindre fortune, je n'en ai aucune, elle reviendrait à mon époux à partir du moment où on se marierait. Et si on avait des enfants, ils seraient à lui, non à moi. Il lui appartiendrait en propre. Alors surtout, garde-toi de me dire que le mariage n'est pas une opération financière parce que c'en est une. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est une réalité. Et là, mais avec cette citation, ce moment est incroyable. C'est un tournant, je trouve, dans le film, parce qu'en plus, c'est une scène qui se passe à la moitié du film. Ouais. Et c'est tellement impressionnant de voir à quel point Amy est dans la réalité des choses. Elle est vaniteuse, oui, mais en même temps, elle a raison de l'être parce que c'est sa seule chance de pouvoir donner quelque chose de bien à sa famille. Et d'ailleurs, sa tante March ne l'aide pas non plus dans ce sens-là parce qu'en fait, elle fait que de lui dire depuis qu'elle l'a récupéré au moment de la première crise de maladie de Bess, tu es l'espoir de cette famille. Oui. Tu es l'espoir, tu feras un bon mariage, c'est sur toi que revient cette fatalité. Ne fais pas la même erreur que ta mère. En te mariant avec quelqu'un par amour et de quelqu'un de pas riche. Oui. Parce qu'au pire, si tu te maries par amour mais qu'il est riche, c'est pas grave. Oui, non mais oui, bien sûr, mais oui, du coup, et que sa sœur Meg, qui se marie par amour également avec quelqu'un de quelqu'un de pauvre. pauvre. Mais en fait, tu vois, c'est... Et Meryl Streep, du coup la tante March, Oui. qui lui dit tu as fait la même erreur que ta mère. Oui. Tu viendras pleurer dans les chaumières. Ouais, qui dit ça à Meg Merci. le jour de son mariage, bien Super. évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais tu vois, en fait, c'est drôle parce que je l'avais noté aussi. Enfin, j'avais juste noté le début de la citation. Et la réflexion que je m'étais dit, c'est que là, on voit la patte de Greta parce que ça, c'est pas dans le roman. Non. Toute cette réflexion, même les discours très... À un moment donné, il y a un discours très féministe de Joe, pareil, qui parle avec sa mère au sujet de la condition des femmes. Vous voyez, j'ai la conviction sincère que les femmes, les femmes ont une âme, elles ont un cerveau, en plus d'avoir un cœur. Elles ont de l'ambition et elles ont du talent, en plus de leur beauté. Et moi, j'en ai assez qu'on puisse prétendre que la seule raison d'être d'une femme, c'est l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Mais je me sens tellement seule. Et qui est aussi très, très intéressant, je pense. Ces deux-là, c'est vraiment deux parmi mes passages préférés dans le film. Et qui n'existent pas du tout dans le roman. Non. Et c'est là où, pour une fois, j'apprécie le fait que le film colle pas totalement au roman non plus, qu'il y ait une liberté d'interprétation et de remise dans l'époque aussi de... Voilà, là, on est quand même au 21e siècle et du coup, on peut se permettre aussi d'avoir des discours plus engagés, même si pour l'époque, c'était quand même pas... Enfin, quasiment impossible d'avoir des discours aussi engagés. En tout cas, c'était sûr que c'était impossible que des discours engagés tels quels soient rendus publics et surtout populaires au niveau de la société. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, et c'est là où j'étais en mode... Les choses changent enfin. C'est ça qui fait une des forces de ce film. Donc avec Amy, on a terminé parce que si à la fin elle se marie avec l'amour de sa vie. Ouais, mais Donc, qui est dans une bonne situation financière. Du coup voilà. C'est bien. Oh, ça colle bien à tout finalement puisque elle se marie par amour et il est riche. Donc comme ça. Elle a de la chance. Ouais, mais par contre c'est vrai que moi, Amy, que ce soit dans les livres ou dans le film, c'est probablement le personnage que je déteste le plus. Vraiment, elle m'insupporte. Mais c'est le personnage que je déteste le plus quand elle est enfant. Parce que quand elle est adulte, je me souviens, même quand j'étais plus jeune et que je lisais les livres, que j'avais fini par bien aimer son personnage parce que justement, elle arrête d'être une enfant pourri gâtée et elle prend conscience qu'en fait les choses vont pas lui tomber toutes crues dans le bec et qu'il faut, si elle veut faire des choses de sa vie, se bouger les fesses. Et ça, je trouve ça cool parce qu'elle le trouve à travers la peinture. Et ce qui est hyper intéressant dans le film et dans les livres, c'est qu'en fait, donc Louisa comme Greta mettent en avant les seules choses où les femmes pouvaient à peu près réussir à s'épanouir sans être jugées par la société, à savoir la peinture, le piano. L'écriture, c'était déjà un peu plus border, mais
Jo, ce faisant, je me souviens que dans les livres, je sais plus si elle prend un homonyme masculin ou si elle écrit de manière anonyme, mais en tout cas... Dans le film, elle est écrite de manière anonyme. Oui, Dans le livre, je me dans souviens le pas. livre, je me souviens plus, mais en tout cas, enfin voilà, on sent, elle a réussi à trouver un éditeur un peu allié qui a accepté de prendre ses manuscrits, mais bien évidemment, certainement pas les faire publier sous un nom féminin. Comment... Elle veut pas le faire par rapport à sa mère. Oui, aussi, mais sa mais mère. aussi parce qu'elle savait qu'elle serait pas acceptée en tant que publication féminine. Et Meg qui trouve en fait le bonheur dans la vie de famille, tout simplement. Et le fait que ça soit assumé, qu'elle veuille des enfants, je trouve ça bien. Ouais, bah moi c'est ce que j'ai noté, j'ai mis en fait les filles sont toutes un symbole de la féminité, Ouais, d'une manière ou d'une autre. Donc on a la mère de famille avec Oui. Meg, c'est ça. on a la force douce qui est représentée par Bess, elle représente également la femme malade. Ouais, Parce que bah, malheureusement Bess va tomber malade à le fameux repas de Noël qu'elles ont partagé Oui. à un moment avec une famille. Elle leur a dit quand elle est partie pour aller rejoindre leur père malade, parce qu'il a fait la guerre, elle leur a dit continuez de prendre soin de cette famille. exactement. Sauf que aucune des filles ne fait l'effort, sauf Bess. Oui, Elle va y aller. Et sauf que le nourrisson de la famille attrapera la scarlatine. Alors j'ai pas vérifié quelle maladie c'était et si on en mourait encore aujourd'hui. Mais du coup, Bess va attraper la scarlatine et va tomber très très malade et ça va la mettre vraiment malade, mais jusqu'à la fin de ses jours en fait, elle aura des crises de ça. Et donc elle représente la maladie. On a également la girl boss qui veut faire un beau mariage, donc ça c'est Amy en mode girl boss qui veut faire un beau mariage. Et on a la travailleuse qui est Jo. Et en fait, c'est vraiment 4, 5, si on prend la femme malade, expressions de la féminité qui sont représentées dans le film. Et je trouve ça hyper impressionnant parce que c'est rare qu'on ait autant de féminités qui soient représentées. Et en plus des féminités qui se soutiennent les unes les autres. Bon, oui. Jo... Au mariage de sa sœur, c'est pareil. Hein. Moi, ma sœur, elle vient me voir pour mon mariage et elle me dit ne te marie pas, nanani, nan. C'est pareil, je pense que j'accepte pas trop. Après, Et on la sentait réponse que Jo, c'était plus le refus de laisser Sa sœur partir partir. sa sœur, et surtout, ça voulait dire en fait mettre fin à leur enfance. Et ça, c'est aussi dans le livre, puisque le tome 1 se termine par le mariage de Meg. de Meg, ce refus en fait de « Ah, ça veut dire que notre enfance est terminée », et ce que je trouve hyper bien dans le film, mais après c'est comme dans la plupart des films, c'est que en fait le passé, donc le flashback de leur enfance, c'est des tons très chauds, une lumière très chaude, vraiment parce qu'on sent que Jo, qui est un peu le personnage principal dans le film, il faut le dire, et dans le livre un peu Aussi. moins, mais quand même beaucoup, Jo chérit énormément en fait ses souvenirs d'enfance avec ses sœurs. Et on sent que la réalité est beaucoup plus difficile pour elle, donc le présent qui est dans des tons beaucoup plus froids, gris, ternes, enfin vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dès le début, on comprend tout de suite dès qu'on est dans le flashback ou dès qu'on est dans le présent, parce qu'il y a vraiment une différence de ton qui est drastique, et donc ça rentre en effet avec ce truc de, elle voulait pas, enfin Jo ne voulait pas que leur enfance se termine, et le mariage de Meg mettait fin un peu à cela déjà. Ouais, bah oui, parce que en même temps, Meg grandit, elle est tombée amoureuse, elle veut se marier, avoir des enfants, donc ouais, c'est la fin d'une enfance. Après, devenir tata, c'est aussi super, parce que tu peux retourner en enfance avec tes neveux et nièces, leur apprendre plein de bêtises. Et voilà. Bon, je dis ça, j'ai pas de neveux et de nièces pour le moment. Je suis la plus vieille de ma famille. Mais moi j'en ai. Et alors ? Moi j'en ai, et je les vois pas autant que je voudrais. Surtout que la plupart ont quasiment mon âge, mais bon, ça c'est c'est une autre donnée. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. En tout cas, on va dire pour ma plus petite nièce, où je l'ai vraiment vue naître bébé et puis plus grande, c'est vrai qu'il y a cet attachement-là. Mais en fait, ce que Jo voyait en Meg, c'était la potentielle actrice qu'elle pouvait être, puisque Meg est une bonne actrice. Et c'est dans le livre aussi d'ailleurs, ça. Et en fait, elle avait l'impression que Meg gâchait sa vie à vouloir se marier, à avoir des enfants, au lieu d'exploiter ce potentiel. Et aussi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'aime bien le fait que Meg ait fait ce choix
voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est une vie de famille, et elle a pas forcément envie d'une carrière d'actrice, voilà. Ce qui me permet de rebondir sur un des éléments les plus importants que j'ai adoré dans le livre, et encore plus dans le film, le théâtre, qui est les pièces de théâtre, qui est vraiment ce qui les lie, en fait, toutes les quatre, et puis ensuite avec Laurie qui rejoint leur bande. Et ça, vraiment, je trouve ça trop bien, parce que pareil, des femmes actrices, à l'époque, autant te dire qu'on pouvait faire une croix dessus. Ouais, c'était considéré comme des femmes de mauvaise vie, en effet. Et du coup, le fait que dans leur innocence et dans leur enfance, en fait, ça dédramatise complètement l'aspect soi-disant mauvais du théâtre, qui est considéré donc en fait mal par la religion puisque c'est un plaisir, etc. Blablabla. Et du coup, même Balder n'est pas d'accord avec moi. Non, il a miaulé de contentement parce qu'il fait sa sieste. Donc, techniquement, il était content. Mais en tout cas, ce truc du théâtre, en fait, les arts sont vraiment juste énormément présents dans leur vie de manière générale. Et ça, c'est tellement chouette, et ça montre quand même, ça c'est quelque chose que j'ai noté, elles se plaignent de leur pauvreté, mais elles sont pas si pauvres que ça, dans le sens où oui, c'est difficile parce que du coup elles se trouvent dans cet entre-deux, et ça c'est cet entre-deux que j'ai retrouvé avec ma propre histoire, d'en fait t'es pas entre guillemets assez riche pour pouvoir être à la mode, littéralement, ce qui est un des problèmes de Meg par exemple. Ouais. Mais en même temps, il y a des gens qui sont vraiment dans de pires conditions que toi, et c'est entre autres la famille qu'ils ont été visiter à Noël, et avec qui ils partagent leur petit déjeuner. Enfin voilà, c'est vraiment cet entre-deux qui est difficile à gérer, parce que d'un côté, enfin elles apparemment elles se sentent très légitimes de dire qu'elles sont pauvres alors qu'elles ont une bonne, et moi à partir du moment où t'as une bonne... Ouais, elles ont Anna. Elles ont Anna, donc voilà. Mais et en même temps, en effet, tu peux pas avoir le même train de vie que d'autres personnes qui sont plus fortunées. Mais voilà, ça représente une classe sociale assez moyenne finalement. Et pourtant, elles se considèrent vraiment comme en bas. Ouais, mais parce que avant la guerre, elles avaient de meilleures conditions de vie. Le père part pour la guerre de sécession, donc à partir de ce moment-là, il n'est plus là pour rapporter de l'argent. Donc elles vivent sur l'argent qu'il a accumulé, qui apparemment est quand même assez conséquent. Enfin, elles peuvent se permettre d'en vivre. Mais elles sont plus aussi riches qu'avant, donc elles sont dans une classe sociale un peu plus basse qu'avant, ce qui fait que elles sont là à dire c'est nul d'être pauvre, la vie c'est nul, on n'a pas de cadeau pour Noël là, c'est embêtant, mais c'est passager en fait. C'est passager parce qu'après elles vont retrouver leur petit train de vie qui... effectivement, selon nous, n'est pas à plaindre. Enfin, moi je suis désolée, j'ai eu des journées avec des repas très à menu, avec seulement des pâtes et des patates, beaucoup plus souvent qu'elles, je pense. Oui. Parce que quand tu vois ce qu'elles ont sur la table, bon, ça va. Ouais. Ça va. C'est pas des pâtes et des patates, quoi. Voilà. Mais en plus, non mais ça par contre, les cadeaux, ça c'est un truc faux, parce que je me souviens que... Enfin, qui a été modifié dans le film, parce que dans le livre, elle s'offre des cadeaux, mais c'est juste que c'est genre des trucs faits main. Enfin, il y a une... Genre, je me souviens, il y a des gants, des mitaines en laine pour... Je ne sais plus, c'est peut-être les 4 filles de la part de leur mère. Bon, je me souviens plus, mais en tout cas, il y a des cadeaux. C'est juste que c'est vrai que ce sont des petits cadeaux par rapport à ce qu'elles ont pu connaître avant. Mais dans le livre, il me semble pas qu'elle se plaigne tant que ça de la pauvreté. Moi, j'ai plus souvenir que... mais parce que c'est peut-être aussi dans ce truc de religion, de se contenter de ce qu'on a. Donc en fait, justement, elles sont heureuses avec ce qu'elles ont. Et ça se voit qu'elles font tout, entre autres les pièces de théâtre, pour justement oublier le fait que c'est la guerre, que leur papa leur manque, que oui, il y a... Enfin oui... c'est un seuil de pauvreté entre guillemets assez confortable, mais bon, qu'elles n'ont pas connu avant, donc du coup ça leur paraît à peine inconfortable, dans le sens où on sent qu'elles font vraiment l'effort, aussi grâce à leur mère, de faire avec ce qu'elles ont, et de voilà, enfin il me semble pas que c'était
autant un problème que ça dans Non. les livres. D'ailleurs, le papa, alors là, faut que j'en parle parce que vraiment, moi, ça m'a fait trop rire. Parce que c'est la même impression que j'ai eue dans les livres que dans le film. C'est-à-dire que elles en parlent en mode oui, il nous manque énormément. Enfin, vraiment, il y a vraiment tout un truc autour de l'absence du père qui est forte. Même la mère, on sent que son époux lui manque. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Il revient, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que vraiment, genre, j'ai vraiment noté premier degré le retour adorable, insignifiant. Ouais. Vraiment. Oui, parce que déjà, en plus, parce que le film joue avec les deux temporalités. Mm. Et en fait, dans toute la première heure et demie du film, le père, en fait, on ne le voit pas du tout. Oui. Parce que, en fait, on ne sait pas s'il est revenu de la guerre. Ouais. On ne sait pas s'il a survécu. Donc Greta a fait le choix de ne pas le mettre dans le présent. Donc forcément, on le voit pas. Et du coup, c'est Joe qui doit subvenir aux besoins financiers de la famille parce que c'est en travaillant à New York qu'elle leur envoie de l'argent. Et voilà, mais le père peut travailler, lui aussi. Mais il y a vraiment tout un truc qui est fait autour du père où il y a un jeu sur le fait de le cacher et de le laisser être à l'écran à partir du moment où on a dit c'est bon, il est en vie. Et parce qu'en fait, il y a ce jeu de la mort-vie autour du père. Bien sûr. Et c'est vrai que dans le film, il sert à rien. Mais dans le livre non plus. Dans le livre, je me souviens pas. Vraiment, en fait, Mais je crois qu'il est tellement insignifiant mais dans le c'est ça. livre que... Mais parce que c'était une histoire pour les filles. Pour les filles. C'était pas une histoire du pour coup, les papas. Mais mine de rien, alors peut-être que c'était involontaire de la part de Louisa, et je pense que c'était beaucoup plus volontaire de la part de Greta, la figure de la mère qui tient la maisonnée en temps de guerre, et à quel point ça peut être aussi un peu difficile, etc. Puisque, alors ça pour le coup, c'est pas le cas dans les livres, et c'est le cas dans le film, on l'entend s'exprimer aussi en tant que femme, et pas seulement mère. Bah voilà, en fait, genre juste donner de la consistance à ce personnage, alors que dans une époque, concernant Louisa et les livres en tout cas, où c'était la figure du père qui était mise en avant absolument tout le temps, c'est le père qui décidait tout pour tout, etc. Et là, en fait, les femmes se sont retrouvées, entre guillemets, Entre elles. Ouais, Elles se sont j'allais dire retrouvées libre dans de un leur monde. choix, même pas totalement, Non, puisque non. Tati March est bien là pour rappeler que malheureusement, il n'y a pas que des femmes alliées. Voilà. Oui. Mais en tout cas, la figure de la mère est vraiment beaucoup plus importante, et cette ambivalence mère-femme dans le film, en tout cas, voilà, où elle dit bah mon époux me manque aussi, enfin voilà, genre, et aussi ce truc de la colère avec Joe. Ouais. Voilà. Ouais. On n'a pas parlé de Bess. On n'a pas parlé de Bess, mais parce qu'en fait Bess c'est tellement un sujet genre touchy pour moi, parce qu'en fait le truc il faut qu'on c'est parle de que Bess. en fait moi j'ai deux personnages préférés, c'est Joe et Bess, genre vraiment c'est mes deux chouchoutes, alors que pour le coup elles sont mais complètement opposées. Là c'est pas comme Joe et Amy où c'est genre opposé mais en même temps ça se complète. Non, là c'est vraiment, d'un côté on a le tempérament de feu de Joe et de l'autre la force tranquille, la douceur, vraiment la douceur même Bess. de Bess. Genre voilà, et un de mes L'enfance passages fragile. préférés, que ce soit dans le film, dans le livre, c'est la relation qu'elle noue avec le grand-père de Laurie, qui est en fait juste incroyable, parce que lui, il a perdu une petite fille, ou une fille... Il a perdu sa fille. Il a perdu sa fille quand elle était petite. Ouais, et il a perdu la mère de Laurie. Oui. Parce que les parents de Laurie sont morts, je crois. C'est pour ça Oui. qu'il se retrouve à vivre chez C'est son ça. grand-père. Et Bess, elle a d'une certaine manière perdu son père, en tout cas, enfin, son père n'est pas là, et elle retrouve un peu, en fait, ouais, cette amitié, parce que c'est vraiment une amitié presque familiale, entre guillemets, qui se noue entre eux, autour du piano, puisque le grand-père de Laurie, dans sa grande maison, a un piano, et Bess, elle adore écouter et jouer du piano, et donc elle arrive... D'abord, il lui laisse l'accès à sa maison pour jouer du piano, et ensuite il lui offre Un piano. un piano, et ça C'est hyper beau. c'est C'est hyper hyper beau. puissant. Mais donc Bess, c'est
pas la plus jeune, c'est l'avant-dernière, mais elle a vraiment un caractère doux, tranquille, un peu de plus jeune quand même, parce que, enfin, ou d'enfants du milieu, mais il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils sont le dernier, et elles sont le dernier, ils sont très doux, très calmes, etc. Mais c'est vrai aussi, c'est un comportement de personnes du milieu. À vous de nous dire en commentaire comment vous voyez vos fratries. Mais donc c'est la force douce, tranquille, elle est toute timide, c'est la plus timide de toutes. Elle est timide au point qu'elle ne va pas à l'école, c'est Joe qui lui fait cours. Oui. Alors que Amy va encore à l'école, enfin jusqu'à ce qu'elle se fasse fouetter les mains. Et du coup, c'était pas... Enfin, c'était mérité qu'elle ait une punition, qu'elle se fasse fouetter les mains, non. Voilà. Surtout qu'elle a eu les mains en sang, donc je me souviens et dans... pour quelqu'un qui dessine, crois-moi que c'est pas... Je pense que même quand tu dessines pas... Non mais oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est encore plus ciblé quand tu dessines, le fait de pas pouvoir utiliser tes mains après c'est horrible. Ouais. Mais du coup Bess elle a cette force douce, cette force tranquille et donc elle est toute timide et quand elle commence à se rapprocher du grand-père de Laurie, elle ose pas et c'est lui qui est là en mode oui j'ai un vieux piano, et il est plus utilisé, oui, le fait si qu'il ça vous intéresse. Ouais, en fait il le fait de manière détournée parce qu'il a compris que s'il allait lui demander directement elle Il le refuserait. ferait pas. Alors que là, comme il s'adresse à la mère avec la présence des filles autour, en disant oui voilà j'ai un piano chez moi, est-ce que l'une de vos filles sait jouer et tout, parce que si oui, qu'elle n'hésite pas à venir et tout, et c'est à ce moment-là, en fait il lui ouvre juste la porte, tu vois, il l'invite pas à rentrer, il ouvre juste la porte, et Bess voilà. se jette dessus parce que, avec douceur, Oui, toujours. avec douceur, et elle est là en mode moi je veux bien, enfin si ça dérange vraiment pas, et t'es là en mode choupette, il a fait exprès, vraiment, c'est bon, en plus après elle veut lui faire des petites pantoufles, Mais et c'est là oui. qu'il décide de lui offrir le piano. Le cadeau, tu sais, genre vraiment elle donne son retour, et le retour il est tellement gigantesque, il y a des mesures entre guillemets. Ah c'est quoi, c'est aide les autres et Dieu t'aidera en retour. Oui, non mais c'est vraiment ça, mais pas en un vrai... adage. Si, c'est vraiment ça. Mais en fait, Bess, c'est vraiment le don de soi jusqu'au bout. Et en fait, le fait de voir qu'elle est récompensée et après, elle meurt à cause de ça. Vraiment, j'étais en mode... Genre... En fait, c'est là où je me suis dit, et c'est vraiment la même frustration que j'avais ressentie en lisant les livres, de à quel point la vie peut être injuste. Genre que les meilleures personnes du monde, celles qui peuvent être vraiment les plus douces, etc., qui donnent de leur personne sans jamais compter, tombent malades et meurent, alors que des personnes beaucoup plus horribles, de manière générale, sont Tu penses à toujours qui en dans le vie. film? Alors, dans le film spécifiquement, je pense à personne, parce que même Tante March, je trouve que... En fait, Tante March, c'est vraiment cette femme qui ne veut que le meilleur pour ses petites nièces, et qui... on voit que c'est une femme qui a dû se battre pour en fait être là où elle en est aujourd'hui, et que c'est juste qu'elle veut pas la même chose, elle veut pas ces difficultés qu'elle a dû affronter pour... Et en même temps, elle veut pas leur faciliter les choses non plus. Oui, mais en fait... Elle veut qu'elles apprennent par elles-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle veut les préparer à la vie, mais elle veut pas que leur vie soit difficile non plus. Il y a un peu cette espèce d'ambivalence que j'aime beaucoup en fait dans ce personnage. En fait, un coup tu la détestes, un coup tu l'adores parce qu'elle a un comportement détestable, et juste après, elle dit un truc et t'es en mode oui, c'est ça, t'as trop raison et tout. Enfin, voilà. Mais du coup, non, je pensais à personne en particulier dans le film, mais de manière générale dans la vie, c'est la réalité. Il y a des gens incroyables qui ne méritent pas de mourir, qui malheureusement meurent, et comme il y a des gens dont il faudrait que la vie se termine un peu rapidement, qui restent en vie, malgré tout. Voilà. Ouais, mais et c'est ça qui est horrible, parce qu'en plus, Bess, elle est un petit peu celle qui unit les sœurs. Aussi. Oui, tout à fait. Donc je trouve que c'est encore plus flagrant dans les livres, mais parce que dans les films, on voit qu'elles sont toutes proches de Bess, elles sont toutes entre elles, et en fait, sa maladie a éloigné Amy, qui était déjà un peu différente de ses sœurs, de ses grandes sœurs, ça l'a éloignée parce que ça l'a amenée chez Tante March. Le fait que Amy soit chez Tante March pendant un certain temps a fait qu'elle s'est rapprochée de la fameuse tante, et que du coup, quand il a été le temps pour Tante March de retourner faire un tour de l'Europe, comme c'était la mode à l'époque, et ben c'est à Amy qu'elle a fait ça, et qu'elle a proposé, Joe, alors que Joe lui faisait des lectures
Depuis un moment. Ouais, Depuis, mais finalement, ça a plus accroché avec Amy. Donc, Bien sûr, mais moi de toute façon, j'ai jamais trouvé ça injuste la décision de Tom Non. March de prendre Amy, sachant qu'en plus de ça, Amy avait beaucoup et a toujours de l'amour pour la peinture, et que pour le coup, l'Europe étant très réputée pour ses Ouais. peintres, et Ouais. malheureusement je ne genre pas au féminin pour des raisons évidentes d'époque, mais l'Europe étant très réputée pour ses peintres à l'époque en tout cas, c'est vrai que c'était en fait. C'était tellement logique qu'elle choisisse Amy pour partir avec elle. Enfin, vraiment, elles avaient noué quelque chose. Et le fait que Joe tape une mini-crise, genre, qui, dans le film, dure le temps d'une remarque, Oui. mais ça dans va. le livre, dure... Dans le livre, ça dure plus longtemps, je Ouais, crois. dure plus longtemps. Elle est très en colère. elle est De très toute en manière, colère. dans le livre, elle est très en colère contre Amy de manière Oui. générale. Hein. Alors Oui. que là, dans le film, c'est apaisé parce qu'il y a un effet de sororité qui est mis en place. Oui. C'est-à-dire que même quand il y a des petites disputes, comme le moment où Amy met le feu. Non, ça c'est une grosse dispute qui a été réglée seulement, et ça c'est comme dans le livre, parce par que le Amy fait que a failli mourir. Amy a failli mourir et que du coup Joe s'est rendu compte que bon, malgré toute la colère qu'elle pouvait avoir envers sa sœur était en vie, ce qui était quand même un gros point positif dans leur relation. Oui, ça c'est donc un des moments où Amy était insupportable, à savoir que ses grandes sœurs allaient au théâtre et pas elle, et que du coup elle a été très énervée, donc elle a mis le feu au manuscrit de Joe parce que c'est Joe qui lui a dit, on va dire, le plus véhément que de toute façon elle voulait pas que sa sœur soit là. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres et dans le film, cette différence d'âge en fait entre les plus âgés et les plus jeunes. Bess qui elle ne le vit pas trop mal du tout, qui elle vraiment comme tu dis un peu le socle aussi, donc Ouais. voilà, mais Amy étant la petite dernière qui le vit extrêmement mal, et ça je trouve que c'est très bien retranscrit, cette jalousie qu'on peut ressentir envers des grands frères ou des grandes sœurs, et j'ai même envie de dire, parce que moi me concernant c'est l'inverse, c'est envers mon petit frère cette jalousie, mais malgré nous tu vois, en l'occurrence moi quand j'étais jeune j'avais pas forcément trop d'amis etc, et c'est le cours de la vie, y a pas de souci. Mais lui il était très populaire et tout, et donc il sortait, et donc voilà, et forcément moi j'étais consciente que dans tous les cas, même si je demandais à venir avec lui, il allait me dire non, mais du coup tu vois cette espèce de ressentiment que tu ressens malgré toi de t'aimerais bien venir avec tes sœurs, et en plus de ça il y avait Laurie, alors là là c'était peut-être même le seul prétexte pour lequel Amy voulait venir avec elle, mais ça c'est... Oh, elle aime l'art aussi. Oui. Elle aime l'art, c'est une passionnée. Oui, non mais bien sûr, c'était plutôt une blague que je disais par rapport, voilà. Mais voilà, cette espèce de ressentiment que tu peux avoir, et donc elle brûle en effet le manuscrit de Joe, qui est une réaction complètement démesurée hein, par rapport à la blessure qui a été faite. Ah si. Alors franchement, je pense que par colère, à la place d'Amy, j'aurais pas trouvé mieux non plus. Oui, mais en fait le truc c'est que c'est là où on voit qu'Amy... Mais après, Amy a... Du coup, j'ai regardé tout à l'heure, elle avait 11 ans au tout début, non, mais donc voilà. elle doit avoir 11 ans et demi, 12 ans à ce moment-là. C'est ça. Elle est 13 ans grand non, mais maximum. de toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. Enfin, genre, je suis consciente de son âge, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est... Waouh, tu vois ça, tu es en mode... Hé, ma grande, là, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de faire ça. Mais, non, mais voilà, et en effet, après, je crois que c'était genre le lendemain ou le surlendemain... Joe et Laurie qui sortent ensemble patiner, Amy qui les suit, qui tombe dans la glace. Ouais. Et donc en effet... Ce qui inquiète énormément Joe, parce qu'elle se dit mince, ma soeur va mourir. Bah en fait parce qu'elle sait pas nager. Et que de l'eau glacée comme ça, quand tu tombes, en fait t'es surtout en panique. Oui, non mais bien sûr. Et dans le livre, je crois qu'elle se dit que c'est une punition divine, hein. Moi, je me souviens plus de sa réaction. Ah, moi, je me souviens que dans sa réaction dans le livre, c'est vraiment... elle s'en veut parce qu'elle pense que c'est sa faute. Un petit peu de sa faute. Un petit peu quand même. Et vraiment, elle se dit que c'est parce qu'elle a péché que sa sœur a failli mourir. Et c'est là aussi qu'elle se dit que c'est parce qu'elle était en colère. Et contre sa sœur, et qu'elle a réagi comme ça, qu'elle a péché. Et c'est là que sa mère lui dit que ça lui arrive aussi d'être en colère, de pécher, un peu comme dans le film. Sauf que dans le film, c'est surtout moi aussi ça m'arrive d'être en colère, mais je le cache et tout. Et c'est là qu'elle a toute une grande conversation avec sa mère sur le fait de se calmer, parce que la colère c'est pas bon, etc. etc.
Et là où on cache le female rage alors qu'en vrai t'as le droit d'être en colère. Et surtout que c'est légitime en vrai. Tout comme d'un côté je trouve que franchement ce que Amy a fait est abject. Mais en même temps je comprends que de colère elle l'ait fait. Mais je comprends aussi que du coup tu sois extrêmement en colère contre ta sœur à ce moment-là. Je pense sincèrement qu'un de mes frères ou ma sœur me fait un coup pareil, je lui en veux. Et je vais pas lui pardonner le lendemain. Il me faut au moins un petit mois pour leur pardonner. Hein. Ah oui, non, Petit mais message, si vous m'écoutez, ne me faites jamais un truc pareil. Parce que là, ça va être difficile. Non, oui, non, mais c'est clair qu'en fait, le truc, c'est que Amy, elle a réagi, bon, parce qu'elle est très jeune, certes, mais aussi beaucoup par ego, parce qu'en fait, Joe l'a blessée en lui disant, mais de toute façon, on ne veut pas de toi, et donc, elle a dit, ok, quel est le meilleur moyen de blesser Joe. De blesser, mais vraiment blesser très profondément Joe, c'est de brûler son manuscrit. Et alors qu'elle savait très bien que c'était pour le coup la chose à laquelle tenait le plus Joe, puisque c'est en général des mois, voire des années de travail. Voilà. Ouais. Et donc oui, là c'est vraiment... C'est tellement... En fait, moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est le fait qu'on dise à Joe calme-toi de ta colère, et par contre que Amy elle est juste à s'excuser, et entre guillemets limite tout le monde fait comme si c'était normal, et que enfin je sais pas, il y a une espèce de truc autour de ça où genre c'est la plus jeune donc on lui pardonne, alors que enfin genre je sais pas, oui en effet comme tu dis, moi si mon petit frère venait un jour parce que vraiment je lui ai fait un truc déjà faudrait que je lui fasse un truc horrible, mais bon passons. Enfin, un truc qui prendrait très mal, passons. Et que du coup, il me fait une chose vraiment horrible, style effacer tout un fichier où j'ai commencé à écrire un roman, par exemple. Je pense que je le bloque et que je ne lui parle plus, mais pendant vraiment fort longtemps. Bah, clairement. Genre, plus d'un mois. Ça peut durer très longtemps, cette histoire. Attention, menace. Non. Énoncé. C'est pas menace, c'est constatation et c'est prévention. Vérité. Voilà, prévention. Warning pour le frangin de Lucie. Qui n'écoutera pas ce podcast et qui donc ne sera pas au courant. Mais il y aura eu un warning. Il y aura eu un warning. Il pourra pas dire qu'il n'aura pas été prévu. Si un jour il fait une connerie comme ça, tu lui sors le podcast. Tu lui sors le podcast et tu le bloques. Comme ça, il sera là en mode pourquoi elle m'a envoyé ça. Non, mais il le fera pas dans tous les cas parce que je pense que, sachant qu'il a atteint la vingtaine, je pars du principe qu'il est en âge de réagir avec beaucoup moins d'ego que Amy. Amy, âgée de 11 ans et demi. Voilà. Oui, non mais totalement. D'immaturité du coup. Totalement. Bon, il nous reste un personnage dont on n'a pas trop... Voilà, c'est Laurie. Oui. Laurie, alors moi je me souviens que dans les livres je l'adorais, vraiment c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Pourquoi ? Aucune idée. Il me saoule quand il est adulte. Au présent, il me saoule. Alors, justement, c'est là où c'est intéressant. Quand il est jeune, moi je l'aime bien parce qu'en fait justement il permet aux filles de sortir un peu de leur clan, elles sont vraiment un peu cloisonnées entre elles et tout. Et du coup, l'amitié qui se noue, et on le voit avec chacune d'entre elles, parce qu'il arrive à créer un lien avec chacune d'entre elles, même si on capte dès le début que Joe, c'est vraiment celle qui l'intéresse plus qu'amicalement, mais que les autres, voilà, il arrive à avoir des interactions, et il est poli, il est gentil, il est courtois, il est drôle, enfin voilà, il y a là. Et puis Joe lui met un recal, et donc il part en Europe aussi, et en fait, il vit une vie de débauche et en fait de vraiment mâle blanc qui jouit de ses privilèges mais d'une manière éhontée et vraiment, alors attention, je remets pas en question le fait qu'on puisse l'argent de voilà, papy, c'est ça, genre, non mais en fait dans le sens où je remets pas en question le fait qu'on puisse profiter de la vie, ça y a pas de souci, mais par contre c'est vraiment, le gars n'a jamais travaillé de sa vie. Il étudie, je crois. Il étudie, mais dans les livres. on capte bien que les études, c'est pas trop ce qu'il kiffe. C'est pas trop ce qu'il kiffe, et c'est surtout pas trop ce qui l'importe tout de suite, là. Non. Et en fait, vraiment, il devient mais insupportable, d'une arrogance, mon Dieu. Ouais. Quand il arrive pour le nouvel an complètement bourré, avec les deux femmes, et que Amy lui fait la réflexion de « je t'ai attendu, t'étais pas là ». En plus, là, t'es dans un état, vraiment tu fais pitié, tu me fais honte,
Et lui, il est là en mode oh, pardonnez-moi, Sainte Amy. Oui, voilà, c'est ça. Et vraiment, il est là en mode acteur et tout. Et t'es là en mode non, en fait, tu fais de la merde. En plus, t'es en train d'humilier Amy qui fait pas partie de la haute société quand même de base. C'est ça. Donc non, en fait, calme-toi. Et il a tout ce truc de ouais, non, quand il s'est fait friendzoné par Joe. On disait pas friendzoné à l'époque. Non, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui s'est passé quand il s'est fait friendzoné par Joe. Et avant qu'il ne comprenne qu'il a des sentiments pour Amy, il a tout un laps de temps dans le film où il est exécrable. Et en plus, et vraiment, et t'as l'impression, comme du coup le film est en parallèle, qu'effectivement, tu te mets à la place d'Amy et t'as l'impression qu'il se met avec elle parce qu'il a pas pu avoir Joe, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Et ça, c'est un truc qu'on voit moins dans le livre. Alors, parce qu'en effet, je me souviens qu'il y a ce truc de débauche un peu. Genre, il est voilà, le plan qu'il met à Amy, il le fait. Il lui pose clairement un lapin. Mais par contre, il y a un truc qui a été très peu abordé dans le film. Et du coup, c'est pour ça qu'on comprend pas comment leur relation... Comment leur relation peut renaître. C'est qu'en fait... alors, c'est abordé, mais de manière vraiment très succincte. En fait, il va poser pour elle. Et ça, c'est vraiment, ça va leur faire passer des heures entières ensemble qui sont genre peut-être une ou 2 minutes dans le film. Et en fait, c'est à travers ça que leur relation va évoluer en fait. C'est vraiment ce qui va faire évoluer. Alors, je me souviens plus si c'est en mode ils découvrent... Je crois... Alors, attention, à tout moment, je suis en train de dire une énorme bêtise, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais de mon souvenir, ou même toi si tu t'en souviens, mais de mon souvenir, ils découvrent donc à la fin le portrait qu'elle a fait de lui, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte des sentiments d'Amy envers lui, genre parce qu'il capte que... genre il y a un truc dans la peinture où il capte qu'en fait elle l'aime, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il l'aime aussi. Enfin, il y a vraiment un truc autour de la peinture qui est pas trop exploité dans le film. Non, parce que dans le film, on les voit ensemble, mais elle fait des croquis et tout, mais il lui dit « peins-moi, que je sois ton dernier dessin ». Et dans le film, il y a ce moment où elle lui montre 2 croquis, et l'un des croquis, il lui dit ça date de quand ? Et elle lui dit c'est quand on est allé à la plage, ce qui remonte à au moins 4-5 ans, quoi. Pas longtemps. Donc et c'est là qu'il se rend compte, et c'est là qu'il lui dit ne l'épouse pas, et qu'elle lui dit non, je suis passée après Joe toute ma vie. Donc il est hors de question que... Non, on en revient toujours à cette scène. Mais moi j'aime bien, en fait, j'adore cette scène parce que... Et c'est là où on voit... Et on comprend, parce qu'il redevient adorable après, le mariage. Et en fait, on capte que, en fait, Amy, c'est la personne qu'il lui faut parce qu'elle sait lui mettre les barres sur les T et les points sur les I et de manière très claire. Et que, parce qu'elle a pris en... Enfin, elle a toujours eu cette force de caractère, mais elle l'a remaniée de manière à ce que ça soit en plus de ça hyper pertinent en termes de force de caractère, tu vois, genre pas juste en colère de manière générale. Et du coup, alors que Jo, elle a moins cette maîtrise de colère même après. Ah oui, parce que même après, le Joe, il aura le dernier personnage à aborder. Mais pour spoiler un petit peu, le dernier personnage à aborder, c'est un prof aussi. Ils sont tous profs dans cette histoire. Mais oui, mais parce qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment... pour des gens de la bonne société, en tout cas, c'était les métiers... Et du coup, à un moment, Stewart, je crois que c'est ça. Friedrich. Quand elle est à New York, Jo rencontre Friedrich et elle lui fera lire ce qu'elle écrit et il lui fera une réflexion en disant que c'est mauvais. Et elle va tellement mal le prendre. Elle va péter un câble contre lui. Je me souviens, elle le chasse en disant de toute façon je vous aime même pas. Genre en mode, mais pas forcément amoureusement, genre vraiment juste je vous apprécie pas tant que ça. Elle lui dit dans le film, on n'est même pas amis. Donc en fait, voilà. Ça m'a fait trop rire. Alors on voit qu'elle n'accepte toujours pas la critique, alors que Amy, de son côté, elle s'autocritique. Et d'ailleurs, elle se considère nulle en peinture et tout, alors que chérie, ce que tu fais, c'est magnifique. C'est clair. Mais elle s'autocritique et il y a vraiment, du coup, c'est là qu'on voit que les deux ont pris leur force de caractère, leur colère et les ont dirigées de différentes manières. Et qu'une a plus réussi que l'autre à la calmer. Après, est-ce que... Enfin, moi, j'en veux pas à Jo d'être en colère. Non, pas du tout, mais c'est juste que c'est là où on voit beaucoup que Amy, elle a grandi aussi. C'est parce que justement, en fait, c'est plus la colère explosive, c'est juste une colère froide et maîtrisée, tu vois.
Genre, si ça va pas, elle va te le dire, et elle va pas hésiter à te le dire, tu elle va vois. te le dire froidement. Ouais. T'as pas envie qu'Amy elle soit en colère contre toi. Ah non, certainement pas, non. Donc c'est pour ça, quand elle est en colère contre Laurie et qu'elle lui dit ses 4 vérités, en fait, il y a que elle qui peut faire ça avec Oui, lui. c'est clair. En fait, c'est vraiment ça, c'est genre, elle le fait. Et le fait aussi qu'elle s'autorise à le faire envers la personne qu'elle aime depuis qu'elle est toute jeune, parce que souvent, il y a ce truc de t'aimes la personne, donc tu veux pas la blesser, donc tu veux pas lui dire les choses, etc. Et là, en fait, elle lui dit les choses justement parce qu'elle l'aime aussi. C'est parce que... mais qu'elle s'aime encore plus, entre guillemets, dans le sens où, voilà, elle se respecte en tant que femme, elle, même si c'est, bon, à l'époque, une pensée malheureusement très minoritaire, pour elle, le mari, en tout cas l'homme, n'a pas à tout décider et n'a pas, enfin voilà, elle a autant le droit à la parole, tu vois, et ça c'est quelque chose qui est permis par leur mère, par l'environnement, l'absence de leur père aussi, on veut pas se mentir, mais c'est vrai, enfin voilà. Genre, ouais, c'est toujours exprimé, donc pourquoi faudrait changer ça, même si c'est un homme en face d'elle, tu vois. Voilà, et Laurie accepte ça aussi. Oui. Il y a ça, et in fine, il est très amoureux d'elle. Oui. À la fin du film, quand il voit Joe et qu'il lui dit ma femme, et qu'il le dit naturellement, et qu'elle est là en mode ta femme, et qu'il dit oui, mince, ça devait être une surprise, mais voilà. Il est heureux en plus, et puis c'est ce qu'il dit à un moment quand du coup on va se diriger vers Friedrich. Oui. Quand il dit si on m'avait dit que j'aiderais un jour Joe March à courir après un homme. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'il a du recul au point d'avoir de l'ironie sur la situation. C'est assez rapide, enfin après le temps qu'il fasse le retour retour, il a le temps de... Il y a eu la lune de miel en fait au niveau du bateau. Voilà. Probablement. Oh bah je suppose, après je suis pas dans leur vie intime, mais bon. Déjà, de mémoire, dans le livre, ils se marient aussi par rapport à ça. Pour le retour. Pour que ce soit plus simple pour Amy pour revoyager, je crois. Ouais, je crois qu'il y a un truc... Il doit y avoir un truc par rapport à ça, parce qu'il me semble... En fait, Tante Marche, je crois pas qu'elle revienne de son voyage en Europe. Enfin, je crois qu'elle reste en Europe parce qu'elle est malade. Ouais, et c'est ce qu'on nous dit dans le film. Ouais, mais dans le livre aussi, il me semble. Et du coup, oui, il y a un truc par rapport à ça. Il y a peut-être un... Oui, pour voyager, c'est... Ouais. En plus, pour voyager, c'est plus simple s'ils se marient en Europe. C'est ça. Plutôt qu'ils n'attendent d'arriver. Ouais. Parce que sinon, ils auraient très bien pu attendre d'arriver et se marier après. Oui, mais ils se sont mariés avant. Je dirais, Amy, elle a attendu 7 ans, c'est pas pour précipiter les choses au dernier moment, mais oui, c'était par rapport à ça. Donc, et il est très heureux, et d'ailleurs, par la suite, dans les bouquins, donc ça, on n'a pas la suite. C'est dommage, j'aimerais trop qu'on nous annonce la suite de Little Woman des années après. Bon, alors malheureusement, il y aurait beaucoup de morts, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui meurent. Sans spoiler qui meurt, t'ouvres le tome 4, ça t'annonce 3 morts. Oh waouh. T'ouvres le tome, première page du tome 4, ça t'annonce 3 morts. Je me souviens, j'ai lu ça, j'ai refermé le bouquin, je l'ai posé. Et j'ai attendu 1h30, voire 2 heures, avant de rouvrir le bouquin, parce que j'étais là en mode, j'étais pas préparée à ça. Parce qu'il y a un laps de temps qui est passé, mais j'étais pas préparée à ça. Donc je dirais pas qui, mais ça fait mal. Quand tu ouvres le bouquin, tu fais ah. Ouais. Ah. Donc non, il y a un laps de temps qui est passé, et Laurie est heureux, et ils auront une petite fille, et moi je suis trop contente, et voilà. On peut passer sur Tante Marche vite fait. Bah ouais, on en a déjà un peu parlé, mais ouais, en fait elle représente vraiment cette génération de femmes qui sont privilégiées, déjà faut le préciser, mais qui dans leur privilège ont quand même l'inconvénient d'être une femme, et dans une époque, je vais dire tout aussi machiste et patriarcale qu'aujourd'hui, mais avec ça que c'était pas conscientisé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est conscientisé, donc en fait les choses peuvent bouger à partir du moment où on en a conscience. Mais du coup, elle s'est dépatouillée avec ce qu'elle avait, et ouais, c'est un personnage où tantôt t'as envie de la baffer et tantôt t'as envie de l'applaudir. Vraiment, moi j'ai vraiment ce sentiment envers elle. Ouais, bah c'est ça. Et puis quand elle meurt, elle lègue sa maison à Joe. Ouais. Et déjà rien que ça, c'est un geste en fait. Ça montre c'est un geste pour... Parce qu'elle aurait pu la léguer à Amy, puisque c'était elle dont elle était la plus proche. Mais elle l'a léguée à Joe, en sachant pertinemment que Joe n'allait pas se contenter de juste vivre dans la maison. Oui. En vrai, elle se doutait que Joe en ferait quelque chose. Et ce que Joe en fait, c'est une école, mais aussi un orphelinat dans les bouquins. Et justement, le 3 et le 4, c'est concentré sur ça, en fait. Sur comment ça se passe dans cette école, et en fait, ça se concentre sur certains enfants. Donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, donc pour Tante March, c'est fait. Donc maintenant, le dernier personnage...
Friedrich qui, à mon grand regret, a beaucoup moins d'importance dans le film que dans les livres. Ouais. Parce que moi, alors bon, on va passer du coup sur cette histoire de différence d'âge, mais moi, le couple Joe Friedrich, c'est mon couple préféré, sachant que Meg et John sont vraiment quasi ex-aequo avec eux. Genre vraiment, il y a une très fine frontière entre les deux, mais vraiment, j'adore leur perso parce qu'en fait, ouais, lui, il lui dit quand c'est mauvais, enfin, en fait, il a pas peur de son mauvais caractère, genre, il en a rien à foutre, genre, vraiment, il est en mode, bah, je te dis les choses telles qu'elles sont, et si ça te plaît pas, c'est la même chose, tu vois. Et du coup, Joe, pour la première fois, elle se trouve confrontée à quelqu'un qui a autant, voire plus de caractère qu'elle, mais en étant tranquille, et c'est ça qui est incroyable, c'est que le gars, il est là, il est tranquille, on sent qu'il a pas envie de déranger, juste pas. Il lui a demandé son avis ou pas, je me souviens plus sur son manuscrit. En gros, ce qui se passe, c'est que il voit qu'elle écrit beaucoup, donc et qu'elle aime le théâtre et tout, donc il lui fait porter du Shakespeare avec un petit mot qui dit qu'il serait ok si elle acceptait de lui faire lire. Et il lui donnerait son avis. Donc ce qu'elle fait, elle lui apporte ses textes. Voilà, pour, c'est voilà. ça. Et elle est très dans l'attente. Et en fait, comme Joe ne s'est jamais retrouvé confronté à un non, à un bah c'est pas bon. Pour la première fois, parce que lui, il se met pas en position de supérieur par rapport à elle, il se met en position d'égal. Oui, complètement. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans le... Vraiment, oui, il se considère pas en tant que supérieur, vraiment, il est en mode, bah, tu es un être humain qui me donne quelque chose que tu me demandes d'analyser, donc je vais l'analyser et te donner un retour. Voilà. C'est vraiment... Et il lui dit, c'est justement parce que je pense que vous êtes bonne en écriture que je me permets de vous dire que là, c'est nul. C'est ça. Et aussi, et ça, j'ai beaucoup apprécié, alors, je me souviens pas si dans le livre c'est autant, mais il y a une remarque où elle lui dit, mais en fait, de toute façon, vous êtes un écrivain raté. Enfin, genre un truc en mode, vous écrivez pas, vous êtes un critique littéraire. On se souviendra jamais de vous, alors qu'on se souviendra de moi. De Joe March, c'est ça. Et en fait, c'est un vrai truc à l'époque où, à cette époque-là, très précisément du 19e siècle, il y avait une vraie guéguerre, entre guillemets, entre les écrivains et les critiques littéraires, parce que la plupart des critiques littéraires, il me semble, si je dis pas de conneries, n'étaient pas forcément écrivains, et du coup, les écrivains, quand c'était de la mauvaise critique, bien évidemment, parce que quand c'était de la bonne, ils prenaient, étaient en mode, non mais de toute façon, vous êtes pas des écrivains, donc vous savez pas de quoi vous parlez. Et en fait, il y avait vraiment un truc autour de ça, où en fait, d'un côté, les écrivains essayaient de faire bien voir de la critique, mais en même temps, quand la critique était mauvaise, au lieu de remettre en question leur œuvre, ils remettaient en question la critique parce que ça provenait de gens qui n'écrivaient pas eux-mêmes. Et du coup, ça, j'ai bien apprécié qu'on voit cette dualité dans le... En plus, entre un homme et une femme, ce qui est encore autre chose, mais où justement, là, les genres s'effaçaient derrière leur activité, à savoir précisément écrivaine et critique. Et qu'en fait, c'est ça, genre le fait qu'il soit un homme et une femme, on s'en fiche à ce moment-là du film et même du livre. C'est vraiment juste deux êtres qui partagent une même passion et un qui apporte des commentaires manifestement pas très bien pris sur le texte de l'autre. Manifestement, oui. Voilà. Mais malgré tout, il garde espoir et il va demander où est parti Joe pour aller la retrouver, un peu tel un psychopathe. Oui, ça fait un peu stalker, on va pas se mentir. Pour pouvoir la voir et donc reparler de ses écrits, etc. Partir. Et vraiment, et quand il s'apprête à repartir, moi j'adore la réaction de toute la famille. Oui. Moi j'adore de Laurie qui est là en mode vous êtes, qui êtes-vous? Et Amy qui est là en mode ta gueule. Et puis après quand Friedrich il prend la porte et que Joe se tourne et qu'elle voit toute la famille. Et oui, ça c'est trop drôle comme scène. Et t'as tout le monde qui est là en mode Joe, tu aimes cet homme? Non, si, tu aimes cet homme. Et même Laurie qui est là en mode ouais. Je te le confirme, t'es in love, là t'es foutu. Et il y a vraiment ce truc de allez, on y va, on va le chercher. Mais en fait ça me fait rire parce que moi quand j'ai vu cette scène, vraiment j'ai noté très précisément Joe, tu es stupide, cours derrière lui, genre vraiment vas-y. Oh la calèche. Fonce. Et en fait ce que j'aime bien c'est que justement, en fait il y a une part de moi qui aurait aimé que Joe reste célibataire à vie et que voilà, mais en fait en même temps justement ce truc de bah l'amour te tombe dessus quand tu t'y attends moins, et c'est pas un amour romantisé. C'est un amour plus en mode, en fait, elle l'aime parce que il l'apprécie telle qu'elle l'est vraiment. Et ça,
c'est rare, enfin je veux dire même au sein de sa famille et tout, on sent qu'elle est... Oui, et qu'elle a trouvé en qu'elle- lui un voilà, égal. c'est ça, elle a trouvé un égal, elle a trouvé un appui, et genre même quand ils mangent à côté au repas là, genre quand tu les vois, t'es en mode... En fait on sent, ouais, que... Je sais pas, c'est logique, il y a un truc qui se met en place, tu vois, genre t'es en mode, en fait les deux à côté, c'est normal, enfin je sais pas comment expliquer, il y a vraiment... ouais, il y a un truc, je sais pas, il y a un Ouais, truc... non, clairement. Clairement. Et puis quand tu lis la suite et que tu les vois devenir parents, parce que, bon, je spoil un peu, ils vont avoir 2 petits garçons. Oh là là, incroyable. En fait, c'était une évidence Ouais. parce que donc ils sont là posés entre eux donc dans ce grand orphelinat slash école et ils sont posés tous les deux, ils lisent ou ils écrivent en même temps et puis t'as les gamins qui arrivent et en fait t'es là en mode oui, en fait c'était ça la vie Oui. de Joe. Oui, Et oui. puis il y a tout ce truc parce que plusieurs enfants sont donc des orphelins et en fait ils sont un peu devenus les parents de tout le monde. Ouais, bah ouais. Et c'est hyper beau. Et t'es là, et puis t'as la présence des... Alors dans le film, à la fin, t'as la présence de tout le monde. Genre Amy qui les aide à la peinture, Meg et Laurie qui les aident au théâtre, les enfants, Friedrich qui les aide au violon. Ouais. Et j'étais là en mode d'accord, tu es Le gars prof sait de jouer violon. du piano et il sait jouer Du du violon. violon. Mais ouais, non, donc Friedrich, que des qualités finalement cet homme. Moins que... Alors, s'il y a bien un homme dans tout cet univers qui est un homme capable, c'est John. Ah oui, ah mais complètement. C'est John. Pareil, il est pas très bien mis en... Bon, valeur. voilà, dans le film, c'est... Bon, voilà. Mais John. Pour moi, c'est... Dans l'ordre des hommes, c'est John, Oui. Laurie... Ah moi je mets Friedrich. Ouais, j'avoue, Laurie, Friedrich. John, Laurie. Friedrich, Laurie, mais Laurie parce que Laurie c'est celui qui doit apprendre à devenir un homme finalement, tu vois, C'est lui aussi qui doit ça. passer le cap. C'est ça. Alors que John, lui, il est déjà... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très compréhensif. Alors qu'il y en a d'autres, et on le sait, auraient battu leur femme pour moins que avoir dépensé je sais plus combien 50 pièces. dollars dans de la soie. soie, tu vois. Enfin, Mm. en fait, il est vraiment très compréhensif, et même quand ils se disputent, alors ils se disputent très brièvement dans le film, mais dans le livre, ça prend vraiment une grosse place. Proportion. Ouais. Il va dormir dehors, je crois. Oui, vraiment. Mais on sent que, en fait, justement, il essaie de combattre en son fort intérieur ce truc de... normalement, un mari commande sa femme, et en fait, lui, il est là en mode, bah non, il trouve pas ça normal. Enfin, je sais pas, il y a vraiment tout un truc autour de la réflexion de la place de l'homme au sein d'un foyer, finalement. Et c'est pour ça que John, John top 1. Bah ouais. Et après, Friedrich, c'est un artiste, top 2. Et après, Laurie top 3, parce qu'on peut pas le mettre top 4. Parce qu'on peut Ah pas... si, il y a le daron. Bon bah top 3 quand même. Top 3, mais parce que le daron, vraiment, n'a aucune évolution. Hein. Oui, non, vraiment, le daron ne sert à rien. Voilà. Hein. Laurie, au moins, il a le positif d'avoir une évolution. Oui. Le daron est inutile. Voilà. Et alors, ton top des filles? Ah ben, moi, top 1 Joe, forcément. Ouais. Parce que vraiment, c'est celle à laquelle je m'identifie absolument. Top 2, bah Bess, parce que vraiment, c'est vraiment mes deux préférés. Et après, en fait, Amy, je l'aime vraiment pas parce que, je précise, dans les livres, en fait, elle reste enfant très longtemps. Enfin, il y a vraiment tout un truc où elle est insupportable très longtemps. Et dans le 2, dans le tome 2, donc quand elle est partie sur Paris, on la voit vraiment très peu. Enfin, il y a vraiment de très courts passages qui la concernent. Donc en fait, j'ai pas le temps, en tout cas jusque-là dans les livres, d'apprécier son évolution. Donc c'est pour ça que je la mets en 4ème. En 3, bien évidemment, Meg. Mais parce que, enfin, si je peux avoir 2 ex-aequo, ça serait Bess et Meg, quoi. Et après, Amy. Je comprends. Et toi? Alors moi, c'est Amy et Joe, côte-côte. Qui... Amy plus que Joe, parce qu'elle a ce côté... ce côté, comment dire très brut de décoffrage, Amy, quand même. Et très honnête. Ouais. Tu sais, quand elle dit moi je me serais jamais cassé les pieds, j'ai des tout petits pieds. Ce genre de truc, elle est franche, directe. Et surtout, elle accepte la critique. Contrairement à Joe qui
est très virulente quand on la critique. Après, je précise que j'accepte la critique aussi. Alors, je m'identifie Ah oui. à Joe, mais pas sur tous les points, je précise quand même. Tout de même. Et donc après, c'est Bess, évidemment. Mm. Et en dernière, Meg. Mais, Ouais, je capte. mais même pas par... Mais Meg, j'avoue que dans les bouquins, quand elle a sa dispute avec John, justement, à ce moment-là, je suis Elle très est en chiante. colère contre elle. Elle est chiante à ce moment-là. Je suis très en colère contre Dans les elle bouquins, parce que dans le film, en vrai, dans le c'est film, non. hyper soft. Oui, Et ils ont vraiment une discussion très mature à ce sujet. Mais dans les bouquins, elle dans est le, très dans le chiante à ce livre, non, moment-là. non, elle est très chiante. Enfin, non, elle est... non, dans le livre, très chiante. Mm. Mais après, elles peuvent pas être parfaites non plus. Donc, Mais non, mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que elles sont montrées dans leur dans leur naturel. qualité, dans leurs défauts. Il n'y a pas de. On cherche pas à mettre plus en avant un défaut ou une qualité. Enfin, non, vraiment, c'est genre juste. Ouais, exactement comme tu dis, elles sont très naturelles finalement. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, le fait que ouais, elle soit naturelle. Je l'ai noté au début qu'elle soit simple, que en plus ça blabla tout le temps, alors qu'à l'époque, au 19e, les jeunes filles bien élevées étaient censées être silencieuses. de la nature de Bess finalement. Mais Bess, c'est vraiment sa nature, on sent que c'est sa nature, on sent qu'elle n'est pas forcée à être silencieuse, calme et douce. C'est vraiment parce qu'elle est comme ça naturellement. Mais ouais, ça piaille quand même de tous les côtés et tout. D'ailleurs, c'est trop drôle la réaction de Laurie quand il arrive pour la première fois dans la maison et que, genre, il sait plus où donner de la tête parce qu'il y a tout le monde. Ça qui- piaille de partout, ça même piaille de partout. même la mère, Même elle la est... Elle piaille et tout, et lui il est là en mode, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça, c'est une chose qui est super drôle parce que d'un côté, t'as l'énorme baraque du grand-père avec 3 hommes, à savoir John, le précepteur de Laurie. Donc Laurie. Et Papy. et Papy qui sont silencieux, mais d'un silence. Et à un moment donné, il y a un repas où ils sont tous les trois et vraiment le silence est. Mais genre, voilà. Et leur voisine, du coup, où vraiment ça parle, mais tout le temps. Il n'y a jamais de silence dans leur maison, sauf. Et c'est là où ça prend encore plus d'importance. Sauf quand Bess est Sauf malade. quand Bess est malade et quand elle meurt. Ouais. Aussi, et ça, il y a un truc aussi que j'ai noté, la musique dans ce film, elle est pas tant importante que ça, sauf le piano. Sauf le le piano piano. qu'on remarque énormément, et d'autant plus quand elle meurt et que Joe se réveille en pleine nuit et voit le lit vide de sa sœur, et qu'à ce moment-là, au même moment, il y a un piano qui commence en arrière-fond. Alors là, j'étais en mode, oula, ils veulent me refaire pleurer, ça va pas du tout. Ouais. Parce que c'est violent. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film? Non, en vrai, je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Ouais, je pense aussi. Voilà, je suis contente d'avoir pris plus de plaisir en le revoyant qu'en le voyant la première fois. Ouais. Voilà. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller lire le tome 3 et 4 de... Tu me diras. Bah ouais, parce que du coup, parce que j'étais vraiment juste pas au courant de leur existence. En fait, dans ma tête, j'étais tellement persuadée qu'il y en avait que 2 que du coup, j'ai jamais pensé, Tu je sais me suis que- jamais renseignée, enfin, alors que pour autant, la comtesse de Ségur, j'ai lu à peu près tout ce qu'elle a pu écrire, mais les 4 filles du docteur March, Alors je sais pas si ma pote va écouter ce podcast-là, mais j'ai une pote à un moment qui lisait Les filles du docteur March, et justement, et je dis juste le titre du tome 3, donc Les enfants de Joe March, et juste je parle de ce titre-là, et elle m'engueule, Ah. parce que je lui ai spoilé. Et j'étais là en mode, Bah. c'est le titre de l'un des bouquins. Mais comme elle savait pas qu'il y avait d'autres bouquins, Oui. du coup, pour elle, genre, vraiment, je l'avais spoilé et je me suis fait engueuler. Et j'étais là en mode, c'est le titre de l'un des bouquins. Du coup, je m'en suis Non, voulu mais et en même temps, faut j'étais là en mode. Non, mais... Après, j'avais ce défaut à ce moment-là d'avoir le spoil facile. Ah, À ce moment-là, voilà, genre, en fait, genre, quand je parlais d'un truc, je parlais et j'étais tellement à fond dans mon sujet. oui, Comme que du coup, tu- tu faisais pas attention à ce que tu pouvais dire, forcément. Voilà, et tout. bah, c'est pour ça que c'est un podcast qui spoil. Hein, Bah oui, mais après, en même temps, c'est un peu compliqué de parler de films sans sans spoiler. spoiler. Ouais. Non, on part du principe que vous avez vu les films. Ou alors que ça ne vous dérange pas Ou d'être alors ça vous spoilé. dérange pas d'être spoilé, en effet. Mais du coup, ouais, c'est vrai que... Bah, moi, je savais pas, mais après, je pars du principe que les livres sont sortis il y a quelques siècles Ah bah, maintenant, et que c'est juste moi qui étais pas au courant, donc c'est pas un spoil à partir de ce moment-là. Merci. Voilà.
Voilà, bon, bah moi j'ai rien d'autre à ajouter non plus. Voilà, belle histoire de sororité entre différentes femmes, différentes sortes de féminité, du féminisme grâce à Greta. Oui. Mais voilà, on a beaucoup parlé des différences films-livres, mais je pense que c'est important. Et puis, si, dernière chose à dire, c'est que si vous avez envie de revoir le film, il est actuellement sur France TV, Oui, tout à fait. gratuitement. Donc, pour une fois, on vous parle pas d'un film que vous pouvez ne plus voir. C'est vraiment, le film est disponible sur France TV en ce moment, donc profitez-en, c'est une bonne occasion. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast, ou on ne sait pas encore. Mais de toute façon, maintenant, sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur Filmer nos voix, et on vous fera des teasings des différents films. Voilà. Exactement. Donc on vous dit à dans 15 jours. Bisous. Salut.